On continue cette émission en faisant un focus sur un cas individuel qui dit peut-être quelque chose de l'époque, de la Côte d'Ivoire aussi, et plus généralement du sort des intellectuels africains lorsque leurs convictions se frottent au pouvoir politique. Le docteur Boga Sako Gervais est universitaire, enseignant au département de lettres modernes de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Exilé aux États-Unis depuis juin 2025, il revendique le statut de réfugié politique. Il affirme que son salaire a été suspendu et que ses comptes ont été gelés et que des mesures administratives qui le touchent sont la conséquence de ses opinions et de son engagement politique. Il y a quelques jours, il a reçu une notification de son université qui l'enjoint donc à reprendre service immédiatement sous peine de radiation pour abandon de poste. La menace est sérieuse, elle vise non seulement son statut professionnel, mais aussi sa capacité à exister socialement, matériellement et intellectuellement. Nous allons essayer de comprendre avec lui ce qui se joue à travers cet affrontement entre l'institution universitaire, l'administration aussi, l'administration ivoirienne et un enseignant qui continue de parler à distance et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, docteur Boga Sako. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Merci pour l'invitation et merci pour l'intro que je trouve très professionnelle. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je serai accompagné dans cet entretien par Théophile Kouamo qui est en plateau. Docteur Bogasako, si vous deviez raconter ce qui vous arrive à une personne pas très au fait des dalles de l'actualité politique ivoirienne, que lui diriez-vous en quelques minutes sur ce qui vous est arrivé il y a quelques mois déjà maintenant, mais qui est la conséquence, on imagine, de quelque chose de plus profond? Ben, merci. Je dirais simplement que, d'abord, comme tous mes collègues, je suis enseignant. Voilà, j'ai rempli tranquillement les conditions. J'ai été recruté dans cette université où j'ai fait mes classes moi-même le 3 janvier 2005 officiellement. Donc, je suis assistant à l'université de Bouaké, principalement, au département de l'UFR, communication, milieu et société, comme on disait à l'époque, lettres modernes, qui est ma profession. Mais en dehors de cela, je suis engagé pour la défense des droits de l'homme, donc intervenant très régulièrement, très sollicité sur les questions de démocratie et de droits de l'homme. Et donc, au niveau professionnel, RAS, toujours, mais il se trouve qu'en même temps, dans mon engagement pour les droits de l'homme, j'ai dénoncé le troisième mandat de M. Ouattara en 2020, encore alors que j'étais en exil. Parce qu'il faut rappeler que dans la crise de 2010, dans la crise post-électorale, mon organisation des droits de l'homme, la FIDOP, Fondation internationale pour les droits de l'homme et la vie pacifique, a pris position contre l'ingérence de la France dans la crise ivoirienne. Ce qui m'a valu d'aller en exil. J'y ai fait 10 ans. Pendant les 10 années, mon institution a vite fait, dès que je suis parti, de me radier de la fonction publique. Parce qu'effectivement, ceux qui avaient pris le pouvoir avaient estimé que je ne les avais pas défendus. Et donc, j'ai été radié. Et quand je rentre en Côte d'Ivoire le 9 juillet 2021, ayant combattu le troisième mandat, j'ai été placé en instruction. On m'a convoqué chez le juge. Donc, c'est le procureur qui me poursuit. Et on me poursuit pour terrorisme, casse d'urne, vol d'urne, atteinte à la sûreté de l'État, parce que j'étais contre le troisième mandat. Mais ils ont fait cela, je pense, pour me museler, parce que le juge d'instruction, jusqu'à ce jour, n'a pas ouvert le dossier. Je n'ai jamais été convoqué pour un procès. Au contraire, j'ai continué à donner mes cours parce qu'on m'a réintégré simplement. Et puis voici que le quatrième mandat arrive. Je m'oppose au quatrième mandat. Et là, on m'envoie donc des encagoulés. On veut m'arrêter. Le directeur général de la police me convoque, non pas régulièrement, en me demandant de venir à ses bureaux. J'ai compris la mise en scène. Et donc, grâce à des partenaires, des amis, je sors de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, sur l'université, des policiers et tous étaient prêts pour me cueillir. Je sors aux États-Unis. Dès que je l'ai annoncé, on gèle mes avoirs, mes comptes bancaires et on gèle ma solde. Donc, en tant qu'enseignant, c'est comme si je suis pratiquement dépouillé de
de mes instruments vitaux. Et donc aujourd'hui, c'est le président de l'université qui me somme de venir prendre mon poste sous 3 jours, auquel cas je serai radié. En clair, ils ont mis leur schéma en place pour m'exclure, pour me radier, comme ils l'ont fait la première fois. Voilà, en résumé, ce que je traverse et je suis prêt à les affronter jusqu'au bout. Euh, Et je euh, dis. Théophile, peut-être une question pour le docteur Bogasako. Docteur Bogasako, est-ce que c'est un piège? Est-ce que le pouvoir vous appelle, vous dit venez au risque de perdre votre salaire et votre statut de fonctionnaire pour mieux vous arrêter si vous arrivez à Abidjan? Ou alors c'est une manière finalement de vous faire revenir pour vous garder dans son contrôle sans pour autant aller jusqu'à vous arrêter? Je pense que oui, le piège est clair. C'est-à-dire que si je suis matérialiste, si je suis intéressé, si je suis en difficulté, si mon salaire m'est vital à un point où, sans lui, je ne peux pas exister, mais je cours. Parce que quelque part, voilà, je me dis, ouais, c'est mon travail qui est en jeu. Non, le travail n'a pas plus d'importance que ma vie. Je vous assure que j'étais menacé de mort. Parce que ces gens-là, je connais un peu comment ça se passe dans mon pays. Je sais comment on traque les gens. Et donc, pour les avoir été l'un des tout premiers à m'opposer, à dénoncer le quatrième mandat, la violation de la Constitution et tout, je sens j'étais prêt à m'avoir. Comme ils ne m'ont pas eu, ils utilisent tous les moyens pour me faire rentrer au pays. Je vous assure que quand je suis revenu pour la première fois d'exil, si j'étais rentré au RHDP comme ils l'ont sollicité, comme ils me faisaient la cour, mais j'aurais eu des arriérés de 10 années, comme ils l'ont fait pour certains, des salaires impayés, je serais bien vu, je serais bien traité. Or, pendant que j'étais là sur les plateaux de télé, en tant que journaliste, vous me suiviez parfois, je suis intraitable parce que la façon dont le RHDP gère mon pays m'écoeure, me désole. La violation de tous les principes, la haine contre les opposants, la haine contre tous ceux qui les critiquent. Ce n'est pas une vie, c'est une dictature en bonne et due forme. Et j'ai mal pour mon pays. Je ne peux pas l'accepter. L'université donc de Bouaké vous intime d'une certaine façon l'ordre de reprendre votre poste. D'un point de vue purement légal et administratif, est-ce que cette démarche de l'université se justifie et qu'est-ce que vous risquez de ce côté? Non, mais la démarche, non seulement au plan administratif, même au plan juridique, tout est faux. Regardez par exemple la question du gel de mes comptes bancaires et puis même de ma solde. Je ne suis pas inculpé. Il n'y a jamais eu de procès contre moi. Je suis présumé innocent, mais à la vérité, je suis innocent. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'écrire des livres pour dénoncer j'allais dire, les braquages d'élections de M. Ouattara. La façon dont il gère la Côte d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire des uns et une Côte d'Ivoire des autres. Donc, ce que fait l'université là, c'est même en violation des textes administratifs. Je n'ai jamais été sauvé, on ne m'a jamais envoyé comment dirais-je, un questionnaire pour dire rendez-nous compte, qu'est-ce qui se passe. Jamais je n'ai été, au plan professionnel jusqu'à aujourd'hui, rien. Donc, on ne peut pas m'intimer là, auquel cas, on veut me faire passer c'est même pas un conseil de discipline. Jamais je n'ai eu de sanctions quelconque, ni de blâme, rien du tout. Donc, l'université, à la vérité, n'est que le bras, l'aile par laquelle le pouvoir veut me frapper, veut me radier de la fonction publique. Mais ce ne serait que pour un temps. De toute façon, moi, je suis dans une logique où ce régime doit passer parce que les troisième mandats, les quatrième mandats, l'Afrique est fatiguée de cela. Des gens qui étaient aux États-Unis, qui ont travaillé au FMI, qui rentrent dans leur pays, c'est ce que les gens font. Et puis, nos populations ne croient plus aux intellectuels, ne croient plus aux cadres, ne croient même plus à la politique. Parce que vous dites et vous dédites. Comment toute la communauté internationale qui était là, elle a attaqué M. Laurent Gbagbo, on l'a traité de tout. M. Ouattara il fait un troisième mandat. La France dit, ah, c'est un cas de force majeure. Il fait un quatrième mandat. La France est silencieuse. Le monde entier est silencieux. Il fait là une investiture de son quatrième mandat. Les États-Unis sont présents, pardon. L'ONU, etc. Quelle est cette supercherie mondiale? Et vous voulez que nous évoluions dans un tel monde? C'est pas juste. On ne peut pas braquer. Le monsieur fait une élection, il expulse ses adversaires. Parce que j'ai dit tout cela, on veut m'abattre, mais ils ne mourront pas. C'est eux qui partiront. Et je ferai tout ce que je peux
même seul, avec la communauté internationale, dans tous les réseaux, pour que ce régime-là, tôt ou tard, tombe. Parce que c'est comme ça qu'on pollue l'Afrique. C'est comme ça qu'on décourage la jeunesse. C'est comme ça qu'on tue les cadres. Et puis nous, on fait des études et on est dirigé par des bougnoules, des chauffeurs de baka, des chauffeurs de wara, des vendeurs d'oignons qui dirigent nos républiques. Ça décourage à la fin. Théophile. Théophile. En fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'une certaine manière, vous avez passé vos messages en poussant le bouchon un peu trop loin et que c'est peut-être ça qui vous est reproché, c'est-à-dire, on connaît votre verve, est-ce que ce n'est pas un mot, deux mots qui ont peut-être un peu dépassé votre pensée que le pouvoir peut utiliser aujourd'hui contre vous? Je ne crois pas parce que quand je reviens d'exil, après les 10 années, je suis l'un des réconciliateurs dans mon pays. Je suis venu dans une logique en estimant que 2010 a été tragique pour la Côte d'Ivoire. Et donc, mettons-nous à travailler pour la réconciliation. Cher ami Théophile et mon cher journaliste, j'ai été au cœur. Le pouvoir m'a invité dans tous les forums de réconciliation. J'ai été invité à Yamoussoukro. J'ai tenu des conférences là-bas, à la demande du ministre de la Réconciliation. J'ai été invité à Diokoué pour aller sur la terre où la tragédie ivoirienne a été matérialisée. Le ministre de la Réconciliation m'a sollicité pour venir en France, pour aller en France, pour parler aux artistes Gadi Seli, Serge Kassi, Abou Gallier et tout ça pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai joué ma partition. Mais parce que j'ai dénoncé le 4e mandat dont j'avais déjà senti les prémices dès le mois de juin, ils ont utilisé cette vidéo-là pour me traiter de tout. Et pourtant, j'étais dans une logique pour que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais le président du comité d'accueil. J'ai rencontré tous les officiels, tous les hauts gradés de la République. Quand vous jouez le jeu de la réconciliation et que votre discours est tout à fait normal parce que vous êtes dans votre pays, c'est bien beau. M. Ouattara utilise tout ça et puis il planifie un 4e mandat. Et vous voulez que je me taise? Et en plus de son 4e mandat, il exclut d'autres candidats. Mais comment vous voulez que je vive dans un tel climat? Sans parler. Mais autant me tuer, parce que je ne peux pas l'accepter. Et donc, si ça considère que ça, c'est un discours dangereux et qu'il ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire, on mettrait des terroristes. Vous avez vu ça, toute cette aberration? Des gens qui sont venus à la suite d'une rébellion, grâce à une rébellion qui a massacré mon pays, ils parlent des terroristes s'agissant d'un intellectuel, mais ils sont un peu malades. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est à ça que j'en arrive. Bref, mon discours ne peut pas changer. Je suis un citoyen patriote. J'aime mon pays et j'aime mes compatriotes. Dirigez bien mon pays, je me tairai. Mais si vous massacrez les gens, vous mettez toute la jeunesse en prison, vous ne voulez même pas qu'il y ait de contradictions. Vous faites une élection municipale, même l'élection législative. Vous êtes content de savoir que le RHDP a tout raflé. Mais vous voulez être partout. Justement, docteur Boga-Sako, malgré cet exil et en dépit aussi des pressions que vous subissez, vous continuez de suivre cette actualité ivoirienne. Le RHDP semble d'une certaine façon en roue libre et réorganise peut-être durablement la scène politique ivoirienne. Est-ce que l'opposition et la société civile n'ont pas d'une certaine façon échoué? Ah oui, et le constat est clair. C'est un échec. C'est un échec parce que non seulement l'opposition elle-même n'a pas réussi à s'accorder, mais en plus, la société civile est pratiquement échelée. Nous sommes l'un des rares. Quand vous prenez Dr Boga, vous prenez Picheri Balé, de l'autre côté, on n'est pas si nombreux. Excusez-moi, je veux m'excuser auprès de mes pairs de la société civile, mais quand vous êtes dans le pays, vous êtes obligé de jouer le jeu. Vous êtes obligé de vous taire si vous voulez continuer à vivre. Sinon, vous serez traité comme Dr Boga ou comme Picheri Balé, etc. Donc, oui, c'est un échec. Et l'échec vient de quoi? De ce que finalement, les hommes politiques, parfois, ils nous déçoivent. On a travaillé ensemble, avant que je ne vienne en exil actuellement, on a travaillé ensemble sur les conditions électorales qui n'étaient pas du tout réunies. Chers amis, en tant que société civile, là où les gens font l'amalgame en nous prenant pour des politiques, non, moi je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis attaché à la démocratie. Je voudrais que les conditions soient réunies et à ce moment-là, je serais heureux que mon peuple aille voter pour se choisir son président de la République. Malheureusement, ce n'est pas le cas. M. Ouattara pipe le jeu électoral. La liste électorale n'est pas juste, elle n'est pas propre. La commission électorale est sous
caporalisé par M. Ouattara. Et en plus, il exclut, il instrumentalise la justice, notamment le Conseil constitutionnel, qui valide l'exclusion de Laurent Gbagbo, qui valide l'exclusion de Tidiane Thiam. Et M. Ouattara est seul candidat. Et même à Saleh Tiemoko, même Vincent Tobi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas des gens pour l'embrouiller, il veut tout gagner. Dans ces conditions-là, cher ami, autant dire que nous sommes dans la pensée unique, nous sommes dans le parti unique, et nous sommes dans le parti État. Et la dernière bourde, c'est de convoquer le RHDP, les députés élus RHDP au palais présidentiel. Parce que monsieur est président de la République, mais monsieur aussi est président du RHDP. Comment voulez-vous qu'on vive dans... C'est-à-dire que notre pays était dépendant depuis 1960. Mais regardez le recul démocratique. Le recul démocratique. Pour un monsieur qui vient des États-Unis, du FMI, vraiment, je trouve, je ne sais pas quoi. Et autour de lui, il y a des cadres qui acceptent ça. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente, qui est paru aux éditions universitaires européennes à Berlin, en Allemagne. Dans ce livre-là, j'estime que s'il y a un dictateur, autour de lui, ce sont tous les cadres qui veulent manger, qui soutiennent le dictateur, ce sont tous ceux-là qui sont des dictateurs. Parce que M. Ouattara n'est pas dictateur seul. Autour de M. Ouattara, il y a par exemple un monsieur qui a été mon ministre de l'enseignement supérieur, qui se trouve s'appelait M. Cissé Bakongo, qui un jour disait même que M. Ouattara connaît la Constitution plus que lui. Un juriste. M. Ouattara est économiste. Et encore, économiste. Il dit que Ouattara connaît la Constitution plus que lui. Moi, je fais les droits de l'homme. Je suis un défenseur des droits, ça fait 30 ans. Mais je ne peux pas me permettre de dire que je connais les droits de l'homme plus qu'un juriste qui a étudié le droit depuis la première année jusqu'au doctorat. Un peu de modestie. M. Ouattara connaît quel droit? Il connaît quelle constitution? Mais voilà, ça l'est eu, 4e mandat, et ça devient le 3e de la 4e, n'importe quoi. Théophile. Alors, on entend vos critiques, votre constat de la forme de parti-État qui s'est installée, mais au-delà de la déploration, on n'a pas l'impression que la société civile ivoirienne soit porteuse de solutions. C'est-à-dire, que faire face à cette volonté d'imposer un parti unique de fait? Le retrait électoral qu'on a pu observer lors des législatives a finalement profité et a renforcé le RHDP. On peut dire aussi qu'à contrario, la participation électorale légitime le RHDP. Mais l'un dans l'autre, ces deux stratégies ne sont que des constats d'impuissance. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de réveiller la participation citoyenne d'une manière ou d'une autre pour enclencher des nouvelles dynamiques? Parce qu'aujourd'hui, vous déplorez beaucoup, vous critiquez, mais on n'a pas l'impression qu'une dynamique se dégage contre ce pouvoir. Oui, l'analyse est juste. L'analyse est juste et j'en suis moi-même un peu triste. C'est-à-dire que l'une des solutions pour la Côte d'Ivoire en particulier, je ne veux pas parler de toute l'Afrique, c'est qu'il y ait une troisième voie qui se dessine. Quand je parle de troisième voie, c'est celle qui laisse les partis au pouvoir, le parti au pouvoir et les partis d'opposition, et puis une voie qui se crée. Celui qui avait semblé un peu donner du ton, enfin c'est mon ami et mon jeune frère, on a beaucoup travaillé d'ailleurs ensemble pendant que j'étais à Abidjan, à Saleh Tiemoko, c'est-à-dire une voie de cadres, d'intellectuels, des sociétés civiles qui sort au milieu et la population adhère. Mais pour que cela advienne, il faut que les figures de marque chutent, comme Ouattara n'est plus là, Gbagbo n'est plus là, si bien que dans notre génération, cette troisième voie-là peut porter. Mais qui peut incarner cette voie? La politique, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Mais il y a beaucoup de jeunes cadres qui se décident à ce niveau-là. Non, il n'y a même pas de problème. Quand le moment viendra, vous verrez. Mais on prend notre temps, notre patience tranquillement. On va y arriver. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous travaillez avec l'opposition. On est d'accord que les conditions ne sont pas réunies pour l'élection. Et puis après, je vois des gens de l'opposition qui vont à l'élection présidentielle. À quoi s'attendent-ils? Pour avoir 1%, 2%? Ce n'est pas logique. Parce que nous avons signé ensemble des tribunes pour dire à M. Ouattara que les conditions doivent être réunies. À la vérité, si les conditions ne sont pas réunies, l'élection, si M. Ouattara veut forcer, on devait avoir... Parce que la politique, finalement, de ce point de vue, devient un rapport de force. L'opposition devrait, avec la société civile autour d'elle, s'unir et puis faire barrage. C'est ce qu'ils ont tenté de faire avec le Front commun, c'est ce qu'ils ont tenté de faire avec la coalition, avec Mme Gbagbo et Tidiane et tout.
Donc, au moins, les deux tendances devaient se mettre ensemble. Non, 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 non. Dès que il y en a qui ont été retenus à l'élection présidentielle, ils ont dit, oh là là, on a trouvé le jackpot. Et donc, ils ont abandonné cette voie de la lutte, ils sont allés. Ça n'a rien donné. Deuxièmement, il y a eu les législatives. Les législatives, ça a été un débat qui aujourd'hui divise finalement cette opposition-là définitivement. Et ce débat-là, moi aussi, j'ai ma position là-dessus. C'était tout à fait illogique d'aller à l'élection alors que les mêmes conditions que vous avez décrites à la présidentielle demeurent. Et donc, le PDCI a voulu y aller. Ça a pratiquement réduit sa représentation. Mais tout ça parce que tant que vous n'êtes pas solidaire, vous allez faire le lit de celui qui est au pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir aussi doit savoir que quand tu n'as pas d'opposition, avec ou sans péril, mais tu triomphes sans gloire. Quel est le mérite de Ouattara aujourd'hui? Tu n'as aucun adversaire. Toi-même, tu élimines et puis tu règnes. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas un démocrate. C'est à la limite. C'est pour ça que j'aime bien l'expression de Kémy Séba, c'est de la démocrature. C'est-à-dire, la démocratie existe sur papier, dans les textes, la Constitution, mais tu es un dictateur. Donc, tu utilises en fait les artifices. Quand tu dis non, non, docteur Bougan, on le poursuit, c'est la justice qui le poursuit, c'est pas moi. On sait très bien que c'est le RHDP qui instrumentalise parce qu'il vous critique. Moi, je ne serais pas embêté si je n'avais pas critiqué le 4e mandat. Je serais encore en Côte d'Ivoire en train de faire mes cours. Vous avez les images sur Google. Je fais mes cours, mes étudiants. Faites un sondage. Moi, je fais des cours avec passion. Je fais mes cours de droit d'homme avec passion. Je veux que les jeunes soient libres, qu'ils ne soient pas instrumentalisés. Regardez dans mon pays, un jeune pour postuler, vous entrez sur e-emploi, ils avaient mis une clause pour que, en remplissant la fiche, à un moment donné, il faut vous signifier que tu es au RHDP. Voici comment le RHDP transforme mon pays. Et donc, moi, je veux être libre. Je veux que la jeunesse soit libre. Sinon, à cette allure-là, vous critiquez, vous serez à la maca. Vous critiquez, vous serez à la maca. Ce n'est plus un pays. Merci. Merci, docteur Gervais Boga Sako, universitaire, je le rappelle, et enseignant au département de lettres modernes de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui donc maintenant vous intime de reprendre votre poste malgré votre exil aux États-Unis. Merci pour cet entretien, merci Théophile, et merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés. Rendez-vous prochainement pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.